Bonjour. La séance que vous allez suivre est une séance de sensibilisation destinée à l'ensemble des professionnels de votre EHPAD. Elle traite de la mise en place de la gestion des risques en EHPAD, du concept à sa pratique. Le temps imparti pour suivre la totalité de cette séance est d'environ 1 heure. Ce premier module d'e-learning est partie intégrante d'un kit conçu et mis à disposition des EHPAD par le réseau Calirel Santé. Pour rappel, ce réseau est une structure d'appui pour l'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. Cette séance de sensibilisation s'inscrit dans un contexte bien précis. Tout d'abord, votre établissement a pour volonté de mettre en place dans les mois à venir une démarche de gestion des risques ou bien de perfectionner la démarche déjà existante. L'objectif de cette démarche est d'améliorer la sécurité et le bien-être du résident. Le module présenté ici a été construit petit à petit par l'ensemble des professionnels du réseau Calirel Santé au regard de leur retour d'expérience. Le module a également bénéficié des résultats d'un projet de recherche mené par le réseau sur 61 EHPAD ayant émis le souhait d'être accompagnés pour la mise en place de leur gestion des risques. Tout au long de ce module, nous allons promouvoir l'importance de déclarer les événements indésirables. Nous allons donc nous interroger sur des termes clés, à savoir événements indésirables associés aux actes de soins et d'accompagnement. Les événements indésirables peuvent faire suite, entre autres, à une erreur d'un professionnel. Ainsi, la culture positive de l'erreur va également avoir sa place dans ce module. Par ailleurs, un message clé que l'on souhaite faire passer est que la culture de la sécurité du résident en EHPAD est l'affaire de tous. Pour débuter cette séance de sensibilisation, nous allons partir de cette phrase avec laquelle nous serons tous d'accord. Quand un membre de votre ou de notre entourage est accueilli dans une structure au sein de laquelle il reçoit des soins, ce que vous souhaitez ou que nous souhaitons avant tout, c'est qu'il soit en sécurité. On entend par sécurité le maintien de la santé du résident, mais nous pouvons aller plus loin en mentionnant le bien-être du résident. La sécurité et le bien-être sont notre préoccupation à tous. Par le biais de lecture, nous avons recensé les événements indésirables qui sont survenus au sein d'EHPAD et qui ont eu ou auraient pu avoir des impacts sur le résident. Nous avons classé ces événements indésirables selon des grands domaines de risque associés aux actes de soins et actes d'accompagnement. Ces domaines de risque ont été formalisés à l'instar du champ sanitaire. Quels sont ces domaines de risque ? Dans notre schématisation, l'EHPAD est représenté par les bulles vert clair et vert foncé. Le résident est au centre de notre attention. Aussi, les événements indésirables peuvent appartenir au domaine de risque des actes de soins et d'accompagnement, des médicaments et dispositifs médicaux, de l'alimentation, du suicide, des chutes, du dossier du résident, de l'identitovigilance, de l'information des résidents, des infections et épidémies, du lieu de vie, du linge, de la coordination et organisation des soins ou encore de la citoyenneté. Ces domaines de risque sont au nombre de 13. Tout au long de cette séance de sensibilisation, nous allons donc vous encourager à déclarer les événements indésirables qui surviennent dans votre établissement et qui appartiennent à l'un de ces domaines de risque. Nous allons au fur et à mesure de la séance vous donner des exemples. Vous aurez souligné que cette cartographie des risques intègre la question du lieu de vie et de l'accompagnement du résident. Ces thématiques sont des thématiques propres à l'EHPAD. Enfin, les domaines de risque extérieurs à l'EHPAD, tels que les inondations, les incendies, les pollutions, ne font pas partie de cette démarche de gestion des risques. Il faut savoir que les chutes qui sont prises en compte dans cette démarche de gestion des risques sont les chutes non récurrentes des résidents, telles que les chutes causées par la présence d'un tapis ou encore d'un chariot sur le passage d'un résident. Autre précision concernant l'identitovigilance. L'identitovigilance est le système de surveillance et de prévention des erreurs et des risques liés à l'identification des résidents. L'identitovigilance se rattache principalement en EHPAD à la thématique des médicaments et du linge. Aussi, les événements indésirables que vous devrez notamment déclarer sont les erreurs d'attribution de médicaments ou encore de vêtements. Nous avons commencé à mentionner des risques vis-à-vis du résident. Pour gérer ces risques, nous allons faire de la gestion des risques.
Mais qu'entend-on par gestion des risques? La gestion des risques, c'est quoi? Pourquoi devons-nous en faire? Comment en fait-on? Qu'entend-on par gestion des risques? Pour définir la gestion des risques, nous allons tout d'abord nous attarder sur le terme risque. Le risque est défini comme étant la probabilité de survenue d'un fait qui a ou aurait pu avoir des conséquences sur le résident. Dans notre vie de tous les jours, le risque routier est la probabilité d'avoir un accident qui a ou n'a pas eu de conséquences sur un automobiliste ou une tierce personne. Dans la vie d'un EHPAD, le risque de sortie d'un résident désorienté à l'insu de l'établissement est la probabilité qu'un résident désorienté sorte, fait qui a eu des conséquences ou qui n'a pas eu de conséquences pour le résident. La gestion est le fait d'organiser quelque chose. Aussi, de ces deux termes, risque et gestion, découle la définition de la gestion des risques. La gestion des risques est un effort organisé pour identifier, analyser, hiérarchiser, traiter et évaluer les risques encourus par les résidents, les visiteurs et les personnels. Nous avons souligné dans cette définition les termes identifier et résident. En effet, dans cette démarche de gestion des risques, nous invitons l'ensemble des professionnels de l'établissement à déclarer les événements indésirables survenus pour les résidents. Les termes analyser, hiérarchiser, traiter et évaluer les risques sont réservés à certains professionnels qui viendront constituer la cellule de gestion des risques. À noter par ailleurs que le fait de réfléchir sur les risques encourus pour le résident peut vous amener à réfléchir sur les risques encourus par les visiteurs et les personnels. Ces risques peuvent aller de pair. Votre établissement décidera de la démarche de la gestion des risques pour ces deux catégories de personnes. Pourquoi fait-on de la gestion des risques? La gestion des risques permet d'assurer la sécurité des personnes en rendant les risques acceptables. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut tendre vers ce risque zéro. C'est votre établissement qui va définir ce qui est acceptable ou non pour le résident. Vous pouvez par exemple tolérer qu'un résident chute au regard de la balance bénéfice-risque. Nous allons maintenant aborder la façon dont on réalise de la gestion des risques. La mise en œuvre efficace d'une démarche de gestion des risques repose sur une approche portée par 4 dimensions liées entre elles. La première est la dimension stratégique. La direction doit être impliquée et engagée. La politique de gestion des risques doit être formalisée et lisible pour tous. Des garanties doivent être apportées par la direction aux professionnels, notamment en termes de soutien des projets. La deuxième dimension est la dimension structurelle. Elle fait appel à l'organisation mise en place, à savoir qui est référent du projet de gestion des risques, qui compose la cellule de gestion des risques. En effet, parmi l'ensemble des professionnels de votre EHPAD, certains d'entre vous composeront cette cellule. L'organisation doit être pérenne. En outre, cette deuxième dimension fait également référence aux ressources affectées, comme le temps alloué à cette gestion des risques par les acteurs de terrain. La troisième dimension est la dimension technique. Elle fait référence aux méthodes et aux outils utilisés dans cette démarche. Comment les professionnels remontent un événement indésirable? Quelles sont les méthodes d'identification, d'analyse des événements indésirables et de mise en œuvre de solutions? Enfin, la quatrième dimension est la dimension culturelle. Elle comprend la compréhension partagée par l'ensemble des professionnels des objectifs de la démarche de gestion des risques. Elle comprend aussi le développement d'une culture positive de l'erreur. La posture de l'encadrement et la communication en constituent des leviers essentiels. Ces 4 dimensions constituent la base de la gestion des risques. L'insuffisante prise en compte d'une ou plusieurs de ces dimensions aboutit à des situations fragiles, voire à des échecs. Des exemples peuvent être la défaillance de soutien stratégique ou encore l'insuffisance de maîtrise de méthodes et d'outils. Enfin, pour conclure, la gestion des risques fait partie intégrante de la démarche d'amélioration continue de l'établissement. La démarche qualité, la gestion des risques et l'évaluation des pratiques professionnelles constituent des approches complémentaires et souvent très imbriquées en santé. Depuis le début de la séance de sensibilisation, nous avons plusieurs fois évoqué le terme d'événement indésirable.
Avant de vous donner sa définition, nous vous proposons 2 questions. Première question. D'après vous, un événement indésirable est-il toujours associé à un soin technique apporté au résident? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. La réponse attendue est la réponse 2. Un événement indésirable n'est pas toujours associé à un soin technique. En effet, si vous vous remémorez la cartographie des risques présentés en tout début de séance, nous avions entre autres les domaines de risque accompagnement, lieu de vie, linge, alimentation, etc. Deuxième question. D'après vous, un événement indésirable a-t-il toujours des conséquences pour le résident? 2 choix de réponse. Réponse 1, oui. Réponse 2, non. La réponse exacte est la réponse 2. Un événement indésirable n'a pas toujours de conséquences pour le résident. Si on reprend l'exemple de la sortie du résident à l'insu de l'établissement, un résident désorienté peut sortir de l'établissement puis revenir sans qu'il y ait eu des conséquences pour lui. Pour autant, nous ne souhaitons pas que cela se reproduise. De ces 2 questions précédentes découle la définition d'un événement indésirable associé aux actes de soins et d'accompagnement. Définition qu'il faudra garder en mémoire. Il s'agit d'un fait qui a ou aurait pu avoir des conséquences associées aux actes de soins et d'accompagnement et dont on ne souhaite pas qu'ils se reproduisent. Les événements indésirables sont souvent représentés sous la forme d'une pyramide en fonction de leur fréquence de survenue et de leur gravité vis-à-vis du résident. Le terme événement indésirable comprend les incidents et dysfonctionnements, les presque accidents et événements sentinelles, les accidents et les catastrophes. Les catastrophes correspondent aux événements indésirables graves. La représentation de la pyramide permet de souligner, d'une part, que les dysfonctionnements et incidents sont plus fréquents et moins graves que les presque accidents, puis catastrophes. Ces derniers sont moins fréquents, mais plus graves. D'autre part, la représentation de la pyramide permet de souligner que les dysfonctionnements et incidents sont corrélés aux presque accidents ou catastrophes. En effet, les événements indésirables retrouvés au sommet de la pyramide ne surviennent jamais de manière isolée, sans incident ou dysfonctionnement, correspondant aux événements indésirables retrouvés en bas de la pyramide. Il faut retenir que plus le nombre d'incidents est élevé, c'est-à-dire plus le bas de la pyramide est large, plus la probabilité d'avoir une catastrophe est élevée. Aussi, en étudiant et agissant sur les incidents et dysfonctionnements, on diminuera la fréquence de survenue des accidents et des catastrophes. Il faut environ 300 incidents pour qu'une catastrophe survienne un jour. Il va donc falloir dans votre établissement que tous les professionnels déclarent l'ensemble de ces événements indésirables. Les presque accidents, incidents, dysfonctionnements correspondent aux événements que les professionnels arrivent à rattraper au dernier moment et qui n'ont pas une gravité très importante vis-à-vis du résident. Nous allons maintenant vous donner des exemples d'événements indésirables qui méritent d'être signalés. Dans notre tableau, à gauche, sont mentionnés les événements indésirables à signaler. À droite, figurent les événements indésirables qui ne font pas l'objet d'un signalement. Les escarres, survenus dans un EHPAD, doivent être signalés. Si l'on reprend la définition d'un événement indésirable, il s'agit bien d'un fait qui a des conséquences pour le résident et dont on ne souhaite pas qu'il se reproduise. La chute non récurrente d'un résident doit être signalée, qu'elle soit grave ou non. On déclare aussi un objet étranger dans un repas, même s'il n'a pas été ingéré par le résident, un vol de valeur entre résidents ou réalisé par une personne extérieure à l'établissement, les erreurs réalisées par les professionnels. En effet, nous allons vous encourager à signaler les erreurs détectées et corrigées par les professionnels et qui n'ont pas affecté le résident. Nous allons également vous encourager à signaler les erreurs réalisées qui ont nui au résident. Toutefois, il ne faut pas signaler
l'insatisfaction de l'usager et de l'entourage. Il doit exister, ou il existera plus tard dans votre établissement, un système qui traite les plaintes et les réclamations exprimées par les familles et les résidents. Il ne faut pas non plus signaler le dysfonctionnement logistique qui n'a pas de conséquences sur la santé du résident. Citons par exemple une ampoule grillée. Par conséquent, il faut signaler tout événement indésirable qui a ou aurait pu avoir des conséquences pour le résident. Pour cela, vous disposez ou allez disposer prochainement d'une fiche de signalement des événements indésirables. Nous vous encourageons vivement à ce que le signalement soit écrit et que la déclaration se fasse rapidement après la survenue de l'événement indésirable, afin d'éviter l'oubli d'informations. Pour un événement que vous auriez entendu mais non observé, ne le déclarez pas vous-même, mais incitez le professionnel qui s'est trouvé confronté à cet événement à le signaler. Nous attirons également votre attention sur le fait qu'un signalement des événements indésirables n'est pas un outil de délation. L'événement indésirable doit être appréhendé comme une opportunité pour améliorer la sécurité des organisations et des pratiques. Si l'on résume maintenant l'intérêt d'un signalement d'un événement indésirable. Signaler un événement indésirable, c'est alerter l'EHPAD et l'ensemble de ses professionnels, dans un objectif de corriger les défaillances identifiées en mettant en œuvre les actions utiles à la prévention et à la maîtrise des risques. De former et sensibiliser les professionnels à la culture de sécurité et aux bonnes pratiques. De diminuer ainsi la probabilité de récidive d'un événement indésirable. D'anticiper les plaintes potentielles des résidents et de leur entourage. Et enfin, de surveiller le fonctionnement de l'organisation de l'EHPAD et de partager les informations entre collègues. Comprendre l'erreur, la décrire et la partager permet de déculpabiliser le professionnel et d'en tirer les enseignements pour améliorer les pratiques professionnelles. La démarche de gestion des risques va ainsi de pair avec le développement dans l'EHPAD de la culture positive de l'erreur. Pour rappel, la culture positive de l'erreur était un de nos mots-clés présentés en début de ce module. Nous avons commencé à discuter autour de l'erreur. Mais qu'entend-on exactement par erreur? Quelles sont ses frontières? Nous vous proposons d'aborder maintenant ces aspects via le biais de cette troisième question. En salle à manger, Marina, qui est une AMP, se trompe d'assiette entre M. Dupont et M. Durand. M. Dupont, qui avait une prescription de mixer, fait une fausse route, car l'assiette de M. Durand était en texture hachée. D'après vous, Marina a fait petit 1 une faute, petit 2 une erreur. Avant de vous donner la réponse attendue, nous allons vous présenter les définitions de l'erreur, puis de la faute. La réponse à cette troisième question vous apparaîtra alors évidente. Selon la définition de l'OMS, l'erreur est une exécution non conforme d'un acte prévu ou l'application d'un plan incorrect. L'erreur peut se produire pendant la planification ou l'exécution d'un acte. On fait quelque chose alors qu'il ne fallait pas le faire. Il s'agit de l'erreur par commission. Par exemple, j'ai donné un médicament Y à M. Martin alors qu'il ne fallait pas lui donner. Ou on ne fait pas quelque chose alors qu'il fallait le faire. Il s'agit de l'erreur par omission. Un exemple serait « J'ai oublié d'emmener Madame Hubert à son rendez-vous de radiologie alors qu'il fallait le faire ». L'erreur peut avoir une cause immédiate, évidente, inévitable. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, l'erreur est non intentionnelle. Si l'on étudie maintenant la définition de la faute, le petit Larousse présente la faute comme un manquement aux règles, à la loi et à la morale. Deux synonymes de la faute seraient l'infraction et la violation. La violation étant définie comme le non-respect délibéré des procédures, des normes ou des règles. Ainsi, sur la base des éléments donnés précédemment, nous pouvons dire que la réponse exacte à la question 3 était l'erreur. Marina s'est trompée d'assiette. On imagine bien que Marina n'a pas volontairement inversé les plats entre M. Dupont et M. Durand. Les définitions de la faute et de l'erreur vont nous permettre de discuter des limites de la gestion des risques. La démarche de gestion des risques ne s'adresse qu'aux erreurs. Il est évident que l'erreur,
même si elle est involontaire, n'enlève pas la notion de responsabilité des professionnels. La faute qui est réalisée par le professionnel de façon consciente et délibérée représente des manquements graves ou des délits. Elle est alors du ressort de la loi et ne sera pas traitée dans votre système de gestion des risques. Nous pouvons citer, comme exemple de faute, la maltraitance de la personne âgée ou encore le vol du résident par un professionnel. La gestion des risques fait appel à la confiance, à la transparence et à la confidentialité de certaines informations. Les freins observés à cette démarche sont la peur de la sanction disciplinaire et la peur de la procédure judiciaire. Il est donc primordial dans votre établissement de développer la culture de la transparence et ne pas entretenir la culture du secret. Il faut partager l'information sur les échecs et encourager à ce que les professionnels se signalent mutuellement les manques et les défauts. Pour clore sur la thématique des erreurs, rappelons d'une part que l'erreur est humaine et pas toujours évitable, et d'autre part que l'ensemble des professionnels sont susceptibles de commettre des erreurs. Nous pourrions essayer de réfléchir à développer un système plus sûr, qui soit exempt d'erreurs, à l'exemple du monde industriel qui a développé des robots. Mais les différences entre le monde de la santé et le monde industriel sont notables. En EHPAD, le remplacement du professionnel par un robot est impossible. Les erreurs ne pourront donc pas être supprimées en totalité. Par contre, nous pourrons contrer ces erreurs en mettant en place des systèmes de barrières, dans un but, in fine, de protéger le résident. Pour mettre en place ces barrières, il faut tout d'abord comprendre comment surviennent les événements indésirables. C'est ce que nous vous proposons maintenant d'aborder. James Reason a proposé un modèle permettant de mieux comprendre comment survient un événement indésirable. Ce modèle est également appelé le modèle de fromage suisse. L'événement indésirable est représenté sur le schéma par un soleil rouge. Dans leur travail quotidien, vous les professionnels, vous avez déjà mis en place un certain nombre de défenses, de barrières et de sécurité qui peuvent être comparées à des tranches démentales. Nous les voyons également sur le schéma précédant l'événement indésirable. Les faiblesses et les failles du système existantes sont symbolisées par des trous sur ces tranches de fromage. Monsieur Reason part du principe que si un accident ou un incident, ou de manière plus générale un événement indésirable survient, c'est qu'il y a eu cumul de défaillances. Un événement indésirable est ainsi la conséquence d'une succession de faits et ou de comportements. Sur notre schéma, l'événement indésirable survient s'il y a eu un alignement de failles sur chacune de ces tranches de fromage. Derrière chaque barrière ou tranche de fromage, Reason a mis des noms: résident, professionnel, équipe, tâches, conditions de travail, organisation, contexte institutionnel. Lorsqu'un événement indésirable survient, nous devons identifier les causes. Certaines causes sont identifiées rapidement. Elles sont généralement en lien avec le résident ou le professionnel. Plaque bleue sur le schéma. D'autres causes sont plus difficilement identifiées, mais méritent tout autant d'être étudiées. Elles sont en lien avec l'équipe, les tâches, les conditions de travail, l'organisation ou le contexte institutionnel. Les plaques correspondantes sont représentées en vert. Dans votre établissement, la recherche et l'analyse des défaillances sur chacune des plaques du modèle de James Reason, suite à la survenue d'un événement indésirable, seront confiées aux personnes constituant la cellule de gestion des risques. La suppression d'une seule faiblesse sur l'un des niveaux de sécurité évitera la récidive de l'événement indésirable. Maintenant, nous pouvons faire le lien avec la question 3 et l'inversion des plats de M. Dupont et M. Durand par Marina. L'événement indésirable était la fausse route de M. Dupont, mais l'erreur commise par Marina était le dernier geste avant une succession de défaillances dans l'organisation. Nous pouvons imaginer que les résidents sont des résidents qui ont des troubles cognitifs et ont inversé leur place. Nous pouvons également imaginer que Marina était une nouvelle arrivante et ne connaissait pas les résidents, ou encore qu'elle était seule alors qu'habituellement 2 professionnels réalisent la distribution des repas. La démarche de gestion des risques combine 2 approches, l'approche a priori et l'approche a posteriori.
La démarche que votre établissement entreprend aujourd'hui est une démarche a posteriori, c'est-à-dire une démarche réactive qui intervient après la survenue des événements indésirables. Cette démarche nécessite la mise en place d'un système de signalement et d'analyse des événements. Demain, c'est-à-dire dans quelques années, vous adopterez plutôt l'approche a priori. Vous n'attendrez plus que l'événement indésirable survienne pour le traiter. La démarche sera une démarche préventive, identifiant et évaluant les mesures déjà mises en place. Nous nous permettons de remettre la bande dessinée incitant à regarder l'erreur en face et à adopter les attitudes constructives. Le message clé qu'il faut retenir est le suivant. Si un événement indésirable survient, l'important n'est pas de savoir qui a fait une erreur, mais bien d'identifier pourquoi et comment le système de sécurité a failli. Le module de sensibilisation est à présent terminé. Nous lançons maintenant auprès de vous, tous les professionnels, l'appel à participation pour venir constituer la cellule de gestion des risques de votre établissement. Cette participation doit être volontaire. La cellule se composera d'environ 5 à 6 personnes de professions différentes. La cellule de gestion des risques assurera un rôle important dans la mise en place de la gestion des risques. Elle fera l'interface entre la direction et l'ensemble des professionnels. La cellule sera formée dans les prochains mois avec l'aide des outils méthodologiques développés et distribués par le réseau Calirel Santé. En attendant, vous pouvez commencer ou continuer le signalement des événements indésirables survenus au sein de votre EHPAD. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à vous rapprocher de votre référent de gestion des risques pour toute question que vous pourriez avoir sur cette démarche.